Bonjour à tous. On va attendre encore 1 ou 2 minutes que tout le monde ait le temps de rejoindre le webinaire. Merci. Bonjour à tout le monde. On va donc pouvoir commencer ce webinaire. Donc, ce webinaire aujourd'hui va être présenté par mon collègue Nathan Clavier qui s'occupera de la démonstration machine que vous verrez tout à l'heure, qui est donc ingénieur alternant en fabrication additive, et donc moi-même, Jules Dassonville, qui suis ingénieur d'affaires chez Multistation dans le département fabrication additive métallique. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va tourner autour de la technologie Meltio et de leur machine M450. Alors, rapidement, le programme d'aujourd'hui. Je vais commencer par une petite présentation de Multistation et de Meltio. Ensuite, on présentera donc la technologie de Meltio, ses applications, ses différentes solutions ainsi que leur prise en main. Et après, on passera donc sur une démonstration live de la M450 et donc une petite session questions-réponses. À ce sujet, questions-réponses, n'hésitez pas à utiliser la rubrique questions-réponses pour poser vos questions ou alors dans la discussion aussi si vous le souhaitez. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, le Multistation, qui sommes-nous? On a une société française qui a été créée en 1987 et dont l'activité principale est la distribution et l'intégration de solutions de fabrication additive et digitale. Donc, on est organisé en 3 divisions différentes: les machines neuves, les machines d'occasion et un pôle consulting et services. Notre activité principale, ça reste donc la distribution et l'intégration de machines de fabrication additive, donc, et donc de services aussi qui tournent autour de la fabrication additive, que ce soit donc des softwares, des scanners, des imprimantes 3D ou des machines de post-process. On s'adresse principalement au marché français pour ce qui est des machines neuves, mais aussi à des clients à l'international, surtout pour la partie occasion. Et donc, nos différents partenaires sont aussi internationaux. Nous sommes situés, donc nous avons des bureaux à Paris et donc aussi des back-office, un centre de démo et des bureaux à Saint-Malo. Ici, rapidement, donc, je vais vous présenter notre département métal. Donc, on a divisé en 2 grandes catégories, fil, poudre, et bon, aussi matière première annexe. Comme vous pouvez le voir, on est présent, on a des partenaires sur toutes les grandes technologies de fabrication additive métallique, et donc on travaille avec des sociétés très sérieuses, que ce soit donc Desktop Metal, Prima Additive pour le SLM, Meltio en DED ou Gefertec, ou encore Titomic en coil spray. Donc voilà, on a une très grande gamme de produits qu'on peut proposer à nos clients pour répondre à toutes leurs applications en fabrication additive métallique. Maintenant, je vais vous présenter la société Meltio. C'est une société espagnole qui a été créée en 2019 et qui est issue d'un joint venture entre 2 sociétés. Donc Aditech, une société américaine une société de technologie américaine, et donc Cycnova, une société espagnole qui propose aussi, dont l'activité
et 6 000 multistations dans la distribution et l'intégration de solutions de fabrication additive. Aujourd'hui, Meltio, donc c'est plus de 50 employés. Donc, c'est environ une cinquantaine d'employés à Linares en Espagne et donc une dizaine aux États-Unis. C'est plus de 150, c'est même maintenant quasiment 200 têtes livrées à travers le monde. Donc, ils bénéficient du retour d'expérience de beaucoup de clients et donc d'utilisateurs, et plus d'une trentaine de partenaires, que ce soit donc pour les services, les softwares, la partie logicielle, pardon, ou encore pour la distribution et l'intégration comme nous le faisons. Alors, la technologie laser film Meltio. Donc, une petite vidéo, vous pouvez voir une impression donc, ce qu'on appelle la famille DED. Donc là, ici, on a une génération de trajectoires en DED. Le DED, qu'est-ce que c'est? C'est des procédés qui sont basés sur la soudure. Donc, en fait, on va avoir une source d'énergie qui va être focalisée au point de dépose. Et donc, on va pouvoir soit projeter de la poudre, soit comme avec Meltio, soit dérouler un fil qu'on va venir faire fusionner. Et donc, on empile des cordons de soudure les uns sur les autres. Donc, le DED, c'est une famille, ça veut dire qu'il y a plusieurs technologies différentes dans cette famille. Ces technologies, elles vont être différenciées principalement par le type d'énergie qui va venir faire fondre le métal, que ce soit de la poudre ou du fil. Donc, on peut faire fondre cette matière première avec un arc, avec un laser, avec un plasma. Et donc, nous, aujourd'hui, avec Meltio, on va parler donc, du laser fil. Donc, on vient faire fusionner notre fil à l'aide de laser. Quelques grandeurs intéressantes. Cette famille DED, on va souvent l'opposer aux familles sur l'eau de poudre, qui sont par exemple le binder jetting et le SLM. Ce qui va être intéressant sur cette famille DED, c'est qu'on va avoir des taux de dépose qui sont, une productivité qui va être plus intéressante, de 0,5 à 5 kg par heure selon les technologies. On va pouvoir faire des pièces de quelques centimètres à plus d'1 mètre dans une, voire plusieurs directions. Et donc, on va avoir des cordons de soudure entre 0,5 et 5 mm, toujours selon la technologie. Et donc, chez Meltio, où on se situe dans la famille DED, donc on a les photos que vous pouvez voir, c'est donc des pièces qui ont été fabriquées avec la technologie Meltio. Donc, on a des états de surface qui sont assez bons, comme vous pouvez le voir à gauche. Assez bon comparé, par exemple, à une technologie Artfill. Ce que je n'ai pas précisé dans la diapositive d'avance, c'est que vraiment, la famille DED, ça permet de fabriquer des bruts. Donc, on fabrique vraiment un brut comme un forgeron en fonderie, que derrière, on va venir réusiner quasiment systématiquement. En tout cas, toutes les surfaces fonctionnelles ont besoin d'être réusinées. Le laser, c'est une source d'énergie qui nous permet d'être assez précise. Donc, la précision, ça va nous apporter un bon état de surface, ça va nous apporter des bonnes caractéristiques mécaniques, ça va nous permettre de diminuer les opérations d'usinage parce qu'on va avoir un brut qui est très proche de la forme finale. Par contre, là, on va être un petit peu moins bon, ça va être au niveau des productivités parce que étant donné que nos cordons de soudure sont plus fins, et ben, on est tout simplement moins productif. Ici, donc rapidement, pour bien comprendre de quoi on parle, une première petite vidéo d'une fabrication de pièces. Donc, on en reparlera tout à l'heure, mais donc ça, c'est la M450 dont on va parler aujourd'hui. Donc, on voit le plateau de fabrication qui bouge, la tête qui est en haut, et donc la fusion qu'on ne voyait pas très bien, mais on en reparlera tout à l'heure, même maintenant. Ici, on observe donc le bain de fusion à l'aide d'une caméra. Donc ici, c'est une caméra dans le domaine du visuel. Donc voilà, on voit le fil qui est alimenté par la tête Meltio et donc qui est fondu. Et on voit bien donc toutes les strates, toutes les couches de construction. Et ici, un petit zoom donc sur cette fameuse tête qui est vraiment le cœur de la technologie Meltio.
Comment elle a été conçue, cette tête. Donc, on a 6 laserdiodes qui sont situés sur le pourtour, on va dire, de la tête, et donc qui sont focalisés au point de dépose. Donc, c'est 6 laserdiodes de 200 watts, ce qui fait une puissance totale maximum d'1,2 kW au point de dépose dans le bain de fusion. On a un système d'alimentation du fil qui se fait dans l'axe. On peut le voir sur les différentes photos. Ça permet d'avoir une bonne accessibilité pour faire au niveau de la tête, d'avoir une assez bonne accessibilité au niveau des géométries. On a la possibilité d'avoir un bifil, c'est-à-dire que là, on ne le voit pas, on ne voit qu'un seul alimentateur de fil, et donc qu'un fil. Mais donc, dans le plan, on a un deuxième alimentateur de fil, ce qui permet de faire des pièces en bimatériaux si on le souhaite. Et donc, si je peux peut-être préciser que c'est une tête qui est assez simple d'utilisation et surtout assez simple à maintenir, on n'a pas de jeu optique complexe qui viendrait complexifier la maintenance ou l'utilisation de cette tête, comme ça pourrait être le cas avec certaines autres têtes. Au niveau des matériaux, donc il faut savoir globalement, ce qu'on va dire, c'est que tous les matériaux qu'on est capable de souder au laser, on va être capable de les imprimer en 3D, on va être capable d'empiler des cordons de soudure les uns sur les autres. Aujourd'hui, il y a seulement Meltio a étudié certains matériaux et donc on a optimisé et qualifié pour le moment que les plus utilisés, sur lesquels on a le plus d'applications. Donc, dans ces matériaux, on a des aciers inox, on a un titane, des inconels, de l'acier doux, et donc un acier outil et l'Invar. Sachant que derrière, si vous avez des applications spécifiques, c'est possible de développer si ça s'y prête, c'est possible de développer des paramètres sur ce matériau spécifique. Au niveau des propriétés mécaniques, on obtient des très très bonnes densités, donc supérieures à 99,9%. Ça peut dépendre un petit peu du niveau d'expérience de l'utilisateur. Une fois qu'on a bien pris en main la technologie et qu'on comprend comment elle fonctionne, on a des pièces, pas à 100% denses, mais 99,9%. Au niveau des hauteurs de couche, donc on peut faire varier la hauteur de couche de 0,3 à environ 1,2 mm. Cette hauteur de couche, elle va impacter directement derrière l'usinage qu'on va devoir effectuer. Donc, plus on est fin, moins on a besoin d'appliquer de surépaisseur, et donc moins d'usinage on a à faire. Mais par contre, si on fait des plus petits cordons, on va forcément mettre beaucoup plus de temps à imprimer cette pièce. Et donc, post-traitement facultatif, alors là, ça va dépendre des matériaux, les post-traitements. Pour la plupart des matériaux, on n'a pas besoin d'effectuer de traitement thermique. Par contre, tout ce qui va être fonctionnel va devoir être repris. Aujourd'hui, Meltio, leur valeur ajoutée sur le marché, cette slide, c'est pour montrer un petit peu. Donc, à droite, vous avez les pièces qui ont été fabriquées des pièces qui ont été fabriquées par Meltio. Et à gauche, c'est plutôt des pièces qui sont issues du procédé SLM, donc sur lit de poudre, fusion laser sur lit de poudre. C'est vraiment une diapositive pour comprendre que Meltio, leur but, c'est pas de faire des pièces très complexes à très forte valeur ajoutée, mais c'est vraiment de produire des brutes et donc d'avoir des applications dans quasiment tous les secteurs. Et donc ça, c'est vraiment vraiment ce qui fait qu'on peut rarement comparer le DED et donc Meltio avec ce qu'on fait, ce qui est plus connu, ce qui existe depuis plus longtemps, la fusion laser sur une poudre, où là, on a tout de suite en tête des optimisations topologiques, des pièces très complexes qu'on ne saurait de toute façon pas faire avec Meltio. Donc voilà, c'est deux stratégies complètement différentes. Deux stratégies, deux domaines d'application différents. Et donc là, pour illustrer ce que je viens de dire, le fait qu'on peut trouver des applications dans tous les secteurs et aussi à toutes les étapes de vie du produit. Ici, vous avez une petite slide avec par exemple, on peut faire de la R&D avec Meltio en
en produisant des pièces bimatériaux. On peut faire on peut produire des pièces de rechange, des brutes de très haute résolution, voire même faire de la petite série. Et donc en bas, vous avez par exemple une chambre de combustion pour le domaine de l'aéronautique, un implant de genou en titane pour le domaine du médical, des cadrans de montre, ou encore un porte-fraise tout à droite, en bas à droite, pour l'outillage. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des produits Meltio, des applications qui y sont associées et de la prise en main de ces produits. Donc, vous avez trois produits principaux chez Meltio. Le premier produit, la Meltium 450. Donc, c'est une imprimante de moyenne dimension qui fonctionne en 3 axes, qui a une cinématique 3 axes, dans laquelle est implantée donc, la tête qu'on a vue tout à l'heure, la tête laser fil. Derrière cette même tête laser fil, vous pouvez l'avoir en kit, prêt à être intégré. Et donc, vous pouvez l'intégrer sur un centre d'usinage ou alors sur un robot. Donc, comme on va le voir, on va voir d'abord une petite vidéo sur chaque solution. Donc ici, vous avez la Meltio M450. Donc, c'est un plateau qui se déplace donc, sur 3 axes, X, Y, Z, 3 axes cartésiens. Et vous avez la tête qui est située tout en haut de la machine, qui est complètement fixe. Donc, vous montez votre pièce petit à petit. Et vous avez un volume de fabrication d'environ 150 par 170 par 420. Ensuite, vous avez donc là, on a un exemple d'une intégration de la tête dans une machine-outil AS. Donc là, on voit que la tête, elle était fixée à côté de la broche. Elle a été fixée sur la droite de la broche. Et donc là, vous avez des opérations d'impression et d'usinage séquentiel qui permettent d'avoir accès, par exemple, dans ce cas-là, à des zones auxquelles vous n'auriez plus accès pour faire que vous ne pourriez pas usiner en temps normal si vous n'aviez pas une solution hybride, additive et soustractive. Voilà, donc c'est un tube coudé qui est fait en plusieurs itérations. Et donc derrière, une intégration sur un robot, voilà, d'une grande pièce. Donc là, on a un robot ABB sur lequel on a intégré notre tête Meltio. Et derrière, on a un positionneur 2 axes, ce qui pourrait permettre de faire des géométries encore plus complexes. Donc, à travers ces 3 petites vidéos, on comprend un petit peu quelles applications, enfin, quel type de pièces on va pouvoir produire avec quel produit. Par exemple, sur la M450, on a une cinématique 3 axes. On a des dimensions qui sont restreintes, on va dire qui sont moyennes. Et donc, grâce à cette cinématique 3 axes et à ces dimensions, on va pouvoir produire des pièces de rechange. On va pouvoir faire du développement de matériaux, étant donné qu'on a toujours la possibilité d'imprimer en bimatériaux. Et donc, ça va être principalement de la production de pièces unitaires ou de petites séries. Vous avez deux exemples en dessous, donc une chambre de combustion et une pale de turbine qui ont été effectuées sur la M450. Avec la machine, l'intégration CNC, vous allez pouvoir profiter donc, des 5 axes de la machine-outil. Donc là, c'est une machine-outil AS où on a 3 axes cartésiens au niveau de l'outil et où on a un plateau tournant tiltant qui rajoute 2 axes. Pareil, les dimensions vont être vont être limitées. On est dans un centre d'usinage. Et donc, vous allez pouvoir avoir des applications, vous allez pouvoir faire des pièces hybrides comme on l'a vu, qui est la pièce juste en dessous. Donc, en impression, usinage séquentiel. Vous allez pouvoir faire de la réparation de pièces ou encore faire sortir des pièces finies en un seul posage. Et enfin, au niveau du robot, là, vous avez, donc, j'ai mis 5 axes, mais en fait, avec un robot, vous avez un robot en lui-même, ça peut être 6 axes, voire plus un positionneur. Maintenant, vous pouvez faire des géométries vous avez beaucoup de liberté au niveau des géométries et vous avez beaucoup moins de contraintes aussi au niveau des dimensions, c'est-à-dire que vous pouvez faire des pièces et complexes et grandes.
Et donc, vous pouvez faire des applications principales. Ça va être donc de la pièce unitaire complexe de grande dimension. On peut aussi faire de la réparation et pièce finie en un seul usinage. Ça, c'est une erreur. Et donc, vous pouvez voir en dessous, par exemple, une application de rechargement où on est venu, enfin, c'est plutôt un ajout de fonction, où on vient ajouter une cannelure sur un arbre, ou alors des pièces 5 axes qu'on ne pourrait pas faire sur une 3 axes. Au niveau de la prise en main de ces solutions, c'est assez important de comprendre que ces différentes solutions elles vont s'adresser à différents utilisateurs, enfin, différents niveaux d'utilisateurs. La M450, ça va être une machine simple, voire très simple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en environ 2 jours, on est capable de former un utilisateur de niveau technicien ou bien sûr supérieur à cette machine. Donc, que ce soit au niveau du software, du slicer qui est très simple à prendre, de l'interface Meltio aussi qui est très simple à prendre en main. Et donc, on est capable en 2 jours, l'utilisateur est capable de sortir un brut de cette machine. Au niveau de l'intégration CNC, donc là, c'est un peu différent. Bien sûr, la formation est plus complexe. On effectue des géométries beaucoup plus complexes. Il faut une formation donc, sur la partie software un peu plus conséquente. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on reste dans un environnement fermé, donc on contrôle quand même notre environnement dans lequel on vient imprimer. On utilise aussi les parcours de la machine-outil qui sont bien connus par les usineurs. Et donc, on va dire que la courbe d'apprentissage est un peu plus longue que sur M450, mais reste maîtrisée. Et enfin, sur le robot, là, c'est une solution qui est quand même beaucoup plus complexe, où les utilisateurs, on va avoir besoin d'un grand nombre de compétences pour maîtriser vraiment la technologie et pour être capable de sortir des pièces avec de très bonnes caractéristiques mécaniques sans défaut. C'est principalement lié au fait que la cinématique du robot en elle-même est complexe à prendre en main. Et donc, voilà, c'est assez important de se rendre compte qu'un robot, voilà, il va falloir des utilisateurs de niveau ingénieur, roboticien ou doctorant pour utiliser les machines. En fait, il faut avoir les compétences et robotiques et en fabrication additive métallique. Donc, ce qu'on va plutôt conseiller à quelqu'un qui n'a ni l'un ni l'autre, voire aucun des deux, ça va être de commencer sur une solution plus simple, type M450, pour d'abord maîtriser le procédé et ensuite passer sur une cinématique qui lui proposera des applications plus intéressantes selon ce que lui fait. Alors, comment est-ce qu'on repère quand est-ce qu'on va utiliser en fait cette technologie? Quand est-ce que ça va être intéressant d'utiliser cette technologie? Donc, pour repérer les cas d'application qui sont intéressants, on peut regarder différents drivers techniques, on va dire. Tout d'abord, les matériaux, dans quel matériau est fabriquée la pièce. Et si on utilise des matériaux type titane, inconel, ça va être très intéressant de produire un brut near net shape pour diminuer les étapes d'usinage qui vont être très coûteuses, très complexes et très coûteuses. Premier exemple. Au niveau du poids des pièces, on va faire des pièces de quelques centaines de grammes à quelques dizaines de kilos. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des pièces vraiment toutes petites de quelques grammes, comme on serait capable de faire en SLM ou dans d'autres procédés traditionnels. Et on ne va pas faire des pièces de plus de 30-40 kilos. Au-delà, on va avoir des temps de production qui vont quand même qui vont exploser, donc ce sera plus très intéressant. Et donc, au niveau de géométrie, avec la technologie Meltio, on est capable de faire des choses plus ou moins complexes. On ne va jamais aller sur la complexité qu'on est capable de faire en SLM, par exemple, ou en binder jetting, avec de l'optimisation topologique.
des structures lattices, mais on est quand même capable de produire des pièces de complexité 5x. Et donc, au niveau de la taille, comme je l'avais dit au tout début, on va dire qu'on fait des pièces de quelques centimètres à environ 1 mètre sur une des directions au maximum, selon la solution. Derrière, vous pouvez trouver aussi des... Donc ça, c'est un petit peu cette slide, elle résume un petit peu ça va être des avantages qu'on va retrouver. C'est des avantages assez généraux qu'on retrouve dans la fabrication additive en général. Donc la durabilité, on va être capable de produire des pièces au plus proche de là où la pièce va être utilisée. La durabilité, elle va aussi regrouper un petit peu ça reprend un petit peu prenez le contrôle, la relocalisation de la production qui est faite sur place. On diminue les problèmes d'approvisionnement, de logistique. On va réduire les stocks aussi, ça rentre aussi dans la durabilité. On va plus avoir besoin de stocker, par exemple, comme en usinage, on va stocker des brutes, des lopins de différentes tailles, de différentes dimensions. Ici, on a juste besoin de fils de soudage et donc de gaz aussi, j'en avais pas parlé, mais c'est une technologie où on a, comme en soudure, en fait, étant donné j'aurais dû en parler un petit peu avant, donc on a un banc de soudure donc le métal peut s'oxygéner si jamais, vu que le métal est en fusion, il peut s'oxygéner, donc on a besoin de protéger ce bain de fusion, et donc on le protège à l'aide de gaz neutre. Donc on a aussi une consommation de gaz qui est dans la plupart des cas de l'argon, et qui peut aussi être de l'azote selon le métal. Et donc j'en reviens donc à mon propos initial. Donc on va diminuer les stocks, simplement des bobines de fil, du gaz et bien sûr de l'électricité. Flexibilité de production, donc ça c'est propre à la fabrication additive. Vous êtes capable de passer très facilement d'une géométrie à une autre sans avoir besoin de développer d'outillage, sans avoir besoin de développer d'outillage comme on pourrait le faire par exemple en forge ou en fonderie. Et donc nouvelles activités, bien sûr vous avez ce procédé de fabrication va vous apporter, va débloquer des choses qui vont vous permettre de faire des pièces que vous ne pouviez, par exemple, pas faire avec d'autres procédés que vous utilisiez auparavant. Et donc, temps de réponse limité, temps de réponse plus rapide. Bien sûr, ça, c'est propre à la fabrication additive aussi. C'est la partie un petit peu de prototypage où vous avez besoin d'un fichier 3D. Ce fichier 3D, vous l'envoyez à l'imprimante et vous pouvez directement l'imprimer. Donc, c'est assez rapide. Je vais vous présenter maintenant rapidement 3 cas d'application. Un sur la M450, un sur une machine-outil et un sur un robot. Donc, ce premier cas d'application, c'est un pinceau de pliage. Un outil qui peut, si jamais il est cassé, il est usé, on va avoir des temps d'approvisionnement qui sont très longs. On va avoir un coût de pièce qui va être très élevé. Et donc là, si on a une solution M450, par exemple, en interne, on va être capable de fabriquer cette pièce très rapidement et aussi de manière intelligente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser la propriété, l'option bimatériaux pour fabriquer tout le corps, par exemple, dans un acier inox qui ne va pas coûter très cher et qui va être très simple à imprimer. Et par exemple, l'outil, le bord d'attaque, l'arête ici, donc qui sert au pliage, qu'on voit usiner, qu'on va imprimer en acier-outil H11. Et donc, derrière, on se limite à faire de l'usinage seulement aux endroits nécessaires, c'est-à-dire qu'au niveau de l'arête de pliage, et donc le reste, les autres surfaces, on les laisse bornées d'impression, on n'a pas besoin forcément de les reprendre. Et bien sûr, le système d'attache qu'il faut reprendre, qui est fonctionnel. Là, vous avez un petit peu, donc pour vous donner une idée, c'est une pièce qui fait 6 kg, qui a été imprimée sur la M450. Ça commence à être des jolies pièces quand même. Et donc, un coût d'impression estimé à 200 €.
Alors attention, c'est vraiment un coût de pression des consommables, ça veut dire du gaz, de l'électricité et des matériaux. Ça ne prend pas en compte tout l'aspect préparation des fichiers, main-d'œuvre, préparation machine, amortissement machine. Un deuxième cas d'application donc sur centre d'usinage. Ici, donc c'est un cas d'application d'une société espagnole, Sivo, qui a cette solution hybride en interne. Sivo, c'est des Espagnols qui font de la maintenance industrielle. Donc, une de leurs applications, c'est la réparation de moules. Donc là, c'est des dessous de bouteilles. Donc, réparation des moules de dessous de bouteilles. Donc, quand le moule est usé, le client l'envoie chez Sivo et Sivo doit le réparer. Donc, traditionnellement, comment est-ce qu'ils réparaient ce moule? Ils avaient une première étape de préchauffage des moules. Ensuite, ils avaient un soudage par projection de poudre pour faire le rechargement de la matière, un premier refroidissement, suivi d'un premier usinage, un deuxième usinage de finition et ensuite une inspection. Aujourd'hui, quand ils reçoivent leur moule, ils les placent directement donc, dans leur machine TIAS hybride sur lequel on a intégré Meltio. On fait le rechargement très simple, c'est un rechargement 3 axes, on vient recharger l'empreinte. Et donc derrière, on fait l'usinage en un seul posage. Pareil, usinage assez simple. Voilà. Et donc aujourd'hui, là ici sur cette slide, vous avez tout le détail de leur analyse de coûts. Où est-ce qu'ils ont gagné de l'argent, où est-ce qu'ils ont gagné aussi donc, du lead time, comme ils disent. Donc on a une réponse beaucoup plus rapide auprès du client. Simplification du process aussi. Donc, ils ont beaucoup moins d'étapes de travail, de 6 à 2, comme on l'a vu. Ils ont beaucoup moins de transport, ils n'ont plus qu'un seul posage, alors qu'avant, ils devaient transporter leur moule d'un poste à l'autre. Et besoin de moins d'opérateurs aussi. Et bien sûr, on remplace le travail manuel, on automatise le procédé et on diminue les erreurs liées à cette production. Et bon, après, je ne m'attarde pas, mais au niveau des coûts, pareil, on s'y retrouve. On a un coût de matière première qui est moins grand en utilisant du fil qu'en utilisant de la poudre. Le fil coûtant moins cher que la poudre. Bon, c'est un cas d'application industrielle. Et derrière, un dernier cas d'application sur le robot. Donc ici, on avait un client qui voulait remplacer, donc c'est des supports de ligne de production que vous voyez à gauche, qui étaient faites par des assemblages, des soudages mécano-soudés. Vous avez plusieurs parties dans cette pièce. On le voit ici, vous avez 6 étapes de production pour 6 parties différentes sur cette pièce. Le poids total de 8 kg et donc un coût matière première 4 fois supérieur par rapport à s'ils utilisaient donc, cette solution robot. Donc avec la solution robot, ils utilisaient moins de matière première, ils en utilisent moins en termes de poids, en termes de coût. Ils ont une seule étape de production, c'est la pièce qu'on a vue tout à l'heure, donc c'est juste en fait on imprime la pièce. Et derrière, ils ont aussi donc, un seul composant. Ils n'ont pas d'étape d'assemblage de tous ces composants. Donc, ça simplifie vraiment toute la chaîne de fabrication et de production de cette pièce. Rapidement, donc j'ai rajouté cette partie, un petit guide de conception Meltio pour pour bien se rendre compte, on va dire, des limites quand même de cette technologie. Comme je l'ai dit depuis le début, c'est vraiment pas une technologie. On fait des pièces complexes comme en SLM et en binder jetting. C'est généralement les deux procédés qu'on a en tête quand on parle de fabrication additive métallique. C'est des pièces super sexy avec de l'optimisation topologique, avec des structures lattices. Ici, c'est pas non plus le cas. On fabrique des briques. Au niveau des largeurs, des épaisseurs de mur minimales qu'on va pouvoir fabriquer, donc on est sur des cordons soudure.
On travaille avec des filaments, des fils de soudage de diamètre 1 mm. Ça veut dire que notre cordon, il fait globalement, en épaisseur, il fait 1 mm. Et ce qu'on préconise, c'est de faire des murs de 2 cordons minimum, donc 2 mm. À savoir qu'en soi, on arrive quand même à monter des pièces en épaisseur 1 mm. Ça dépend des matériaux et ça dépend de la géométrie quand même. Largeur de poche, pareil, on ne sait pas faire des largeurs de poche toutes fines de 0 à 1 mm. Donc, on a une largeur de poche minimum d'environ 1,2 mm. Diamètre de trou, même idée, un petit peu plus gros, donc 2 mm. Quand on travaille sur l'M450, donc c'est une machine 3 axes, comme on l'a dit, donc on est limité dans les géométries qu'on veut effectuer. On va le voir aussi un petit peu dans les slides suivantes. On est limité en volume d'impression, donc c'est ce qu'on a dit, on est plus à 150 par 170 par 400 mm en termes de volume, l'enveloppe d'impression maximale. Et donc les pièces les plus adaptées, on va dire qu'un poids de 20 kg, c'est déjà beaucoup. On est plutôt généralement sur des pièces inférieures à 5 kg sur la M450, mais on peut monter plus. Et donc, au niveau un aspect à prendre en compte quand on veut imprimer une pièce sur la M450, c'est tout ce qui va être overhang ou surplomb, comme plutôt en français. Donc, on va avoir un angle maximum par rapport à la verticale de 25 degrés. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire des ponts, on ne peut pas faire de géométrie non supportée, étant donné qu'avec cette technologie, on peut pas faire, c'est du métal en fusion, donc on ne peut pas faire de support dans une matière autre que du métal. C'est-à-dire que si on fait des supports en métal, c'est de la matière qu'on va devoir réusiner par la suite. Donc on évite au maximum, ce n'est pas le but. Et pareil, au niveau si on a des canaux horizontaux, par exemple des canaux de refroidissement, et ben, on n'est pas capable de faire un canal qui va être cylindrique, étant donné que toute la surface du haut ne va pas être soutenue. Donc, on va faire des canaux en forme de goutte d'eau pour limiter ce surplomb. Et après, un petit peu de bon sens, on va essayer d'orienter la pièce correctement pour qu'elle soit dans une position qui soit adaptée au procédé de fabrication additive. Donc voilà, un petit exemple tout simple ici. Et là encore, quelques idées. Ici, 2 petites idées de reconception. Par exemple, vous avez la pièce initiale à gauche, et donc à droite, c'est une idée de reconception adaptée au procédé Meltio. Pareil sur l'exemple de droite, les parties non supportées, on vient faire des angles, on vient lisser en fait pour pouvoir imprimer correctement. Donc voilà, ça illustre aussi le fait que quand on utilise un procédé de fabrication additive, un procédé de fabrication tout court nouveau, et bien on a des règles qui s'appliquent à ce procédé de fabrication et il faut les connaître et il faut les prendre en compte. Et très souvent, c'est vrai que la fabrication additive, mais c'est vrai avec d'autres procédés de fabrication, eh bien, il faut reconcevoir notre pièce pour qu'elle soit adaptée au procédé de fabrication. Là, en fabrication additive, c'est la même chose. Et donc maintenant, on va passer à la présentation live de la Meltio. Et tout d'abord, je vais quand même vous présenter rapidement la pièce qu'on va lancer, qu'on va imprimer. Donc, c'est un outil déporté donc pour les mécaniques d'un client qui avait donc cette petite pièce à fabriquer en petite série en fait. Normalement ça peut être une pièce qui va faire donc la pièce de gauche qui va faire en très grande série, mais pour certaines références très particulières, il va avoir seulement quelques dizaines voire centaines de pièces à effectuer par an. Et donc, on a regardé un petit peu comment est-ce qu'on pourrait faire cette pièce sur la Meltio. Donc, c'est pas la pièce officielle. Et donc, globalement, on a un petit peu de redesign à faire, comme on venait de le dire juste avant. Donc, on a notre pièce, notre CAO originale en haut, au milieu.
Et donc, en bas, on a la CAO modifiée où juste, on a rajouté de la matière sur les surfaces qui étaient non supportées, étant donné qu'on ne peut pas les imprimer sur la Meltio. Donc, on va dire qu'on comble le vide. Et donc, derrière, par contre, devra faire l'objet d'une reprise en usinage. Et tout à droite, vous avez le slicing de la pièce qui ensuite est envoyé sur la M450. Et donc maintenant, je vais laisser mon collègue prendre la main. Nathan, est-ce que tu peux passer sur la démonstration de la Merci. M450? Oui, on t'entend. Ouais. Alors, Donc, bonjour à tous. Merci déjà d'être là aujourd'hui. Donc, on va faire un petit tour ensemble de la Meltio M450 ensemble. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu son fonctionnement, les différents organismes qu'il peut y avoir dans la machine et surtout passer un petit peu de temps sur l'interface. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu les paramètres globaux, on va dire, de la machine pour que derrière, vous ayez aussi une idée du paramétrage qu'il y a à faire quand vous allez investir pour cette machine. Donc, du coup, on a la machine qui est divisée en deux parties. On a la première partie où ça va être vraiment la partie imprimante, donc avec la tête d'impression et notre plateau, nos différents mouvements. Et en bas, on a notre meuble de rangement qui est très pratique et il a été refait par Melcho avec deux rangements pour l'ensemble des outils dont vous allez avoir besoin pour les réglages de la machine. Ces deux rangements-là, ils sont très ergonomiques et l'avantage, c'est que ensuite la machine, elle n'est pas en contact directement avec le sol. Donc, ça va permettre d'avoir une totale stabilité et elle est freinée, donc elle ne bouge pas et on aura une optimisation au niveau des mouvements. Donc, au niveau de l'imprimante, on est sur des mouvements sur trois axes. Donc, on a l'axe Z au fond ici avec un seul axe et des guides sur les côtés. Et ensuite, on a notre plateau qui est guidé en deux parties sur l'axe X et l'axe Y. Donc, on a un déplacement horizontal et horizontal dans ce sens-là et horizontal dans ce sens-là. Et donc, l'axe Z sera sur la verticalité ici. La complexité ici, c'est que du coup, on a notre premier plateau ici, qui est donc celui de la machine. Et au-dessus de ce plateau, on a donc un autre petit plateau ici qu'on va venir nous rajouter. Donc, il existe plusieurs tailles pour ces plateaux-là. C'est le plateau sur lequel va être imprimée notre pièce. Donc là, on est sur une taille médium qui a été mise pour la pièce en question. Sinon, vous avez aussi d'autres plateaux ici qu'on peut voir avec la version large. Donc, pareil, pour ces plateaux, on a différents types de matières en fonction du type de matière que vous allez imprimer. Au niveau de la tête, du coup, on a donc la buse ici. Donc, la buse, on est sur une buse de 1 mm lorsque vous imprimez un matériau et 1,3 mm lorsque vous faites du bimatériau. Ensuite, ici, on a un palper. Donc, le palper va permettre de faire la mise à l'origine sur l'axe Z et donc prendre contact avec le plateau pour ensuite que la buse ait le bon offset, donc le bon écart entre le plateau et votre buse. L'écart optimal, c'est un des réglages qui va faire que votre pièce sera réussie et que votre état de surface sera parfait. Pour vous expliquer un petit peu le cycle de fonctionnement, c'est-à-dire que pour la Melcho, on a une alimentation du coup en triphasé, donc avec une prise derrière. On a une alimentation en argon, donc avec ici deux bouteilles gérées par un débitmètre qui vont nous permettre de régler le gaz pour que la pièce ne s'oxyde pas au moment de l'impression. Donc ça, c'est un réglage qu'on va devoir faire. Et on a aussi un refroidissement de la tête avec un chiller ici qui va permettre de gérer le cycle de refroidissement de la machine et donc qui sera connecté automatiquement à la machine et qui va permettre de refroidir la partie tête. Donc au niveau de la tête, donc c'est une tête qui est assez imposante. On a 6 lasers. Donc on a 2 lasers ici et 2 lasers de chaque côté ici. Donc là, on a les 6 fibres
qui sont reliés à l'arrière de la machine et qui donc sont contrôlés de manière à être dirigés vers la bout de la buse et donc imprimer la matière métallique. Au niveau de la buse, on a aussi ici le cycle de refroidissement avec toute la connectique ici des tuyaux pour que le circuit hydraulique puisse passer et refroidir la tête. Au niveau de l'apport de la matière, on a ici une petite vitre qui montre l'engrenage. Et donc, ces engrenages-là, on a dans un premier temps le premier fil et juste derrière, on ne le verra pas malheureusement à l'image, mais on a un deuxième fil et du coup, c'est notre deuxième matériau qui sont insérés dedans. Donc, comme je l'ai dit, on peut faire bien sûr du bimatériau. Donc, au niveau des rangements, l'ergonomie de la machine a été fait en sorte que les bobines soient bien stockées. Et donc, du coup, on a 2 emplacements qui ont été créés et inclus dans la machine de manière à accueillir les 2 bobines. Donc, une ici, hop, et une de l'autre côté. Donc ça va vraiment être aussi un atout, c'est que vos bobines, elles sont bien stockées et elles sont sécurisées. Voilà, on a une approche au niveau de la porte qui permet que voilà, la porte elle ne soit pas non plus si facile à ouvrir que ça. Ensuite, on a aussi une petite caméra qui est incluse dans la machine. Ça va nous permettre d'avoir un aperçu en direct de notre impression. Ça va vous permettre également de réaliser des time-lapse de votre impression. Et c'est aussi un aspect, bien sûr, de contrôle. S'il y a une erreur, ça vous permet aussi de contrôler qu'est-ce qui s'est passé durant mon impression. Est-ce que c'est mes réglages qui étaient mauvais ou alors mon écart de buse qui était mauvais. Donc, comme je le disais, au niveau de la buse, on était sur une buse de 1 mm vu qu'on va imprimer un seul matériau. Et notre plateau, il est fixé. Au niveau du réglage, donc là, j'ai réglé ma buse aux fonctions du plateau. Et donc là, je peux revenir mettre mon cache dessus. Donc là, c'est le cache de protection qui va permettre aussi de guider l'argon sur le bout de la buse. Donc ça, c'est des pièces qu'il ne faut pas forcément beaucoup serrer, tout comme les vis du plateau. Un léger serrage suffit de manière à ce que pendant l'impression, un autre couple de serrage va être appliqué sur les vis. Au niveau de l'interface de la machine, on va commencer à pouvoir en parler. Donc du coup, on a un premier onglet ici qui va nous permettre d'avoir un premier visuel au niveau de notre caméra. On a aussi un visuel du plateau et un visuel qui va nous permettre ensuite de lancer notre impression. Donc là, on aura ensuite une checklist qui va nous permettre, avec toutes les étapes détaillées, de vérifier que tous nos paramètres sont bons pour lancer l'impression. Deuxième onglet tout en haut. Donc tout en haut, on a les 6 onglets et les paramètres. Donc ici, on est dans le deuxième onglet au niveau des mouvements. Donc au niveau des mouvements, tous les mouvements, sauf celui du filament, se font porte fermée. Donc on a un contrôle suivant l'axe X et Y et un contrôle pour les mouvements de l'axe Z. Pareil, au niveau des mouvements du bras, on a un mouvement vertical et horizontal. Pareil, au niveau du filament, au niveau de l'extrusion, on peut contrôler la distance de sortie, donc de 0,15 à 200 mm, ce qui va vous permettre de faire le réglage de vos lasers. Vous le verrez dans un second temps, je vous en parlerai, de manière à ce que vous ayez aussi un aperçu des réglages à réaliser. On a 2 pages ici en bas de cet écran qui vont nous permettre de contrôler les matériaux. Donc là, ça va être les différents paramètres. Là, on a paramétré nos 2 matériaux sur de l'ER70S. Et donc, c'est ce matériau-là qu'on va imprimer. On a ensuite ici un menu. Donc là, c'est ce qui va nous permettre d'importer notre fichier pièces. Donc, on aura un aperçu en direct avec le choix ici de notre plateau. Donc, large, médium ou petit.
Et donc là, on va pouvoir paramétrer et bouger notre pièce comme on le souhaite. Ici, on a un aperçu des erreurs. Donc là, on a 3 erreurs qui apparaissent. C'est le chiller not detected, mais parce qu'il est éteint et on va l'allumer tout à l'heure. Security signal, c'est parce que la porte est ouverte. Et argon pressure, c'est parce que l'argon n'est pas encore activé. Donc toutes ces notifications-là vont disparaître lorsque je vais démarrer l'impression. Hop. Et ensuite, ici, on a un contrôle au niveau de nos lasers. Ici, on a toutes les températures au niveau de nos têtes. Et on a également des paramètres à gauche qui vont nous permettre de gérer les différents acteurs de notre machine. Donc, on va pouvoir lancer la pièce au niveau des réglages. Donc, ici, je viens contrôler mes matériaux. Mes matériaux sont corrects. Ensuite, je viens insérer ma pièce. Donc, je choisis le bon plateau médium. Hop. Là, j'ai un aperçu de ma pièce en direct. Et donc là, je fais accept. Hop. Et donc là, je reviens sur la première page avec un aperçu ici. Et donc là, je n'ai plus qu'à fermer ma porte. Valider ici la fermeture de la porte. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir lancer l'impression de ma pièce. Alors, j'ai du mal à fermer la porte. Voilà. Donc, on a le petit voyant qui est au vert et on a une notification qui a disparu. Et donc là, je vérifie que mon chiller fonctionne, je l'active. Donc, vous allez voir au final, ce qui fait le plus de bruit, c'est vraiment le chiller. Et je vais pouvoir activer aussi mon argon. Donc là, j'ai une pression d'environ 5 bars. On va vraiment être sur notre pression qu'on va devoir réguler au niveau de l'argon. On ne va pas chercher plus. Et donc, du coup, une fois qu'on a fait ces réglages-là, on vérifie qu'on n'a plus de notification sur la page des erreurs. Là, j'en ai plus. Donc, je vais pouvoir lancer. Voilà, j'ai print qui est disponible. J'appuie sur print. Et là, j'ai donc ma checklist qui va me détailler toutes les étapes que j'ai bien cochées. Et on a bien sûr une petite spécification ici qui va nous permettre d'éteindre le chiller 5 minutes avant la fin de l'impression, de manière à ce qu'il n'y ait pas de condensation au niveau de la pression. Donc, toutes ces étapes-là vont vous permettre d'avoir un réglage optimal de votre impression. Et derrière, on a tout un suivi réalisé par Meltio qui vont vous permettre voilà, de corriger que vous n'avez pas d'erreur. Ouais. Donc là, je vais pouvoir lancer l'impression. Et donc là, l'impression va se lancer. Donc au niveau de l'impression, là, on est sur un fichier qui va durer à peu près 1h30. Et du coup, on aura un aperçu. On peut regarder déjà quelques petites pièces qui ont été réalisées sur la Meltio. Donc là, on a différentes pièces réalisées avec ici une pièce bimatériau avec un matériau 316L et un matériau ER70. On a ensuite ici un embout de piston, donc pareil, brut, qui va nous permettre derrière d'usiner la pièce et d'avoir notre pièce finie avec les correctes dimensions. Donc voilà, là, c'est des différents aperçus. Et donc, on a aussi un aperçu ici de notre pièce avec le brut ici et l'aspect usiné ici. Voilà, donc là, je vais essayer de vous montrer au niveau de l'écran et de la vitre. Je ne sais pas si on va bien voir. On a du coup notre faisceau lumineux qui est en train de s'imprimer. Merci Nathan pour la présentation. Je vais partager mon écran sur AnyDesk. Est-ce que tu peux m'accepter?
Alors, une seconde. Tu devrais pouvoir m'accepter, Nathan, sur la machine. Voilà. Est-ce que tu peux enlever la petite fenêtre? Ok, merci. Et donc voilà, là, vous avez une vue. Donc ça, c'est la vue en direct de l'impression. Donc c'est juste c'est une caméra, j'ai envie de dire, très classique. C'est pour ça qu'on ne voit pas le bain de soudure correctement, hein. La caméra est complètement saturée au niveau de la lumière. Et donc c'est quand même une petite caméra dans la machine qui permet d'observer très grossièrement ce qui se passe dans la machine et donc de surveiller à distance. Et donc, vous avez donc la vue aussi de où vous en êtes dans l'impression. Donc là, par exemple, on voit, il nous annonce environ, le temps est un petit peu faussé, je crois qu'on a mis en réel, on va mettre à peu près 1h15 à imprimer cette pièce. Voilà. Merci beaucoup pour ta présentation, Nathan. Merci d'avoir écouté ce webinaire. On va passer aux questions-réponses. J'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-unes dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez des questions là maintenant, n'hésitez pas à les poser dans l'espace questions-réponses. Et donc, alors j'ai une première question, y a-t-il du bronze ou des alliages prévus? Donc au niveau des matériaux, on va être capable, en théorie, d'imprimer presque tous les métaux. Les métaux où on va vraiment avoir du mal à faire l'impression, ça va être les aluminiums et les cuivres, étant donné qu'on va avoir une réflexion de ces matériaux vis-à-vis de la longueur d'onde du laser qu'on utilise, et donc on va avoir une très mauvaise fusion du métal, mais sinon on est capable d'imprimer presque n'importe quoi. Donc pour du bronze, ça va être un petit peu compliqué aussi. Je ne serais pas capable de donner de réponse comme ça, mais à mon avis, le bronze, ça risque de poser des soucis, mais à discuter. J'ai une autre question. Alors là, il faut combien de temps pour cette pièce, par exemple? Je ne sais pas quand cette question a été posée exactement, mais donc ici, vous avez une idée en fonction de vis-à-vis de la pièce que vous avez vue tout à l'heure et que Nathan vient de lancer. Vous êtes sur, c'est annoncé 1h45, on était plus sur 1h15, voire 1h30 d'impression, à peu près. Mais de toute façon, les temps d'impression vont dépendre du volume de matière déposée et donc des paramètres d'impression qu'on choisit. J'ai une autre question au niveau des prix. Donc, alors, je ne sais pas c'est pour quel produit, mais donc pour la M450, on va être aux alentours de la solution clé en main, environ 130 000 €. Et après, le kit, donc la tête en kit prête à être intégrée, on va être environ plutôt aux alentours de 140 voire 150 000 €, sachant que derrière, il faut prendre en compte faut rajouter la cinématique d'accueil, donc soit le robot, soit le centre d'usinage, et aussi l'intégration en elle-même de la tête. C'est un petit peu plus délicat. Peut-on imprimer des trous horizontaux sans support dans la machine CN combinant usinage et dépôt? Bonne question. Bonne question. Ça dépend de la stratégie d'impression. Je dirais que ça peut être faisable. Étant donné qu'on a 5 axes, on va pouvoir profiter des 5 axes pour programmer correctement notre parcours et donc pour imprimer sans support. Faut voir. Si c'est vraiment du 100%, je ne peux pas vous répondre comme ça. Il faudra voir la pièce et l'analyser un petit peu pour donner une réponse définitive, une réponse correcte. Quel est le budget pour l'installation complète? Alors, je vais prendre la question pour la machine. Je vais essayer de répondre donc plutôt pour les parties d'intégration. Donc, si on parle de l'intégration sur machine-outil, il faut compter la machine-outil, une machine-outil AS 5 axes comme celle dont on était en train de discuter. C'est environ 180 000 €. Il faut compter à ça l'intégration des deux équipements ensemble, plus la Melchior Engine.
on va être entre 350 et 400 000 € environ. Pour une cellule robotique complète avec le robot, l'intégration, les éléments de sécurité, donc la cellule en elle-même, le positionneur, la Meltio et donc l'intégration, on va être sur le même niveau de prix, environ 350 000 €. Proposez-vous des prestations d'impression? Alors oui, sur la M450, nous, c'est une machine de démonstration qu'on utilise pour faire de la fabrication pour nos clients, en fait. Donc, tout à fait. On en a réalisé plusieurs déjà. Donc, il n'y a pas de problème. Et pour la partie robot, on a un intégrateur en France qui s'occupe de faire les intégrations sur les robots, qui sont roboticiens, en fait. Et donc, ils ont la solution en interne et on a la capacité avec eux de proposer ce genre de prestations. Et pareil pour la solution CNC, si vous voulez faire des pièces hybrides, on a déjà un client qui a intégré la solution, donc on peut proposer du service. Quel est l'état de surface d'une pièce brute sans reprise d'usinage? Je ne sais pas, c'était peut-être pas très visible lorsque Nathan montrait les pièces, mais on voit vraiment les strates des différents cordons de soudage. Donc on est vraiment sur un brut, quoi. C'est très loin d'être lisse. Derrière, on peut imaginer, si ce n'est pas des surfaces fonctionnelles, mais qu'on a besoin, c'est seulement pour des soucis esthétiques, on peut faire des polissages pour avoir un aspect lisse et brillant. Ça dépend de ce qu'on va rechercher. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Là, j'ai une question au niveau de l'environnement dans lequel on peut poser une M450. Concrètement, c'est un procédé assez stable vis-à-vis de son environnement. Ça veut dire que on n'a pas besoin d'être dans une salle climatisée avec une température hyper contrôlée. Il faut quand même globalement rester entre 10 et 40 degrés, la salle dans laquelle est placée la solution. Faire attention à l'humidité, mais pareil, c'est pas primordial comme ça pourrait être avec d'autres procédés de fabrication. Et on a la possibilité, par exemple, on pourrait avoir la possibilité de placer cette solution en container et de l'envoyer dans des endroits où les conditions sont assez dures. Et je n'ai plus d'autres questions. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci aussi à Nathan pour la démonstration et les explications sur la M450. Je vous invite, s'il vous reste des questions ou si vous voulez discuter d'autres projets, je vous invite à venir me poser des questions. Alors, si j'ai quand même une dernière question, peut-on vous rendre visite sur Saint-Malo? Oui, tout à fait. Donc, on organise des visites avec nos clients. Actuellement, on a d'ailleurs quelques personnes intéressées qui suivent ce webinaire en direct donc à Saint-Malo avec nous. Et donc, c'est tout à fait possible de venir voir la machine et voire même de faire de l'impression de pièces pour tester la technologie. Voilà, donc sur cette dernière question, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore d'avoir participé et à très bientôt.